On y va. Mais bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont les quelques personnalités qui sont avec nous en présentiel, mais surtout la grande majorité qui sont derrière leur ordinateur en visioconférence. Nous sommes dans la poursuite de nos séminaires sur l'histoire de la CGTU. Nous sommes mis quand même en mode visioconférence au regard du contexte sanitaire. Je rappelle que cette série de séminaires sont organisés sous le pilotage d'André Narissen et Michel Pigenet. Alors, nous avons eu jusqu'à présent 3 séminaires différents. Un premier séminaire qui a eu lieu le 4 mars 2021, qui avait pour but de recenser les fonds d'archives intéressant l'histoire de la CGTU. Puis 2 autres séminaires. Le premier s'est déroulé le 8 juin 2021, qui traitait des oppositions internes dans la CGTU, avec Loïc Lebas, qui est docteur en histoire. Un deuxième séminaire qui a eu lieu le 17 septembre 2021, intitulé « La CGTU et la main-d'œuvre étrangère », présenté par Maria Grazia Merici, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, de l'Université de Bergame. Alors aujourd'hui, ce 4e séminaire, aujourd'hui 6 janvier 2022, on va traiter des questions de l'unité dans la période de la scission. C'est André Narissen lui-même qui va être à la manœuvre. Alors, je présente sommairement André Narissen, ancien inspecteur des impôts, collaborateur assidu de notre Institut d'histoire sociale, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Anthologie du syndicalisme, coécrit avec Jean Magnadas et René Mouriot, l'histoire de la CGT, coécrit avec plusieurs autres auteurs, dont Michel Pigenet, Pratique du syndical du droit, co-dirigé avec Michel Pigenet également, CGT, CGTU 34-35, vers la réunification, qui sont les stenogrammes des discussions qui ont eu lieu entre la CGTU et les confédérés, bras de fer à Bercy, etc. Voilà. Donc, je vais sans plus attendre laisser la parole à André, qui va nous traiter de cette question de l'unité, alors la question de l'unité interne dans la CGTU, et puis la question de l'unité qui se traite aussi avec la CGT confédérée au-delà de la scission, une question qui a tourmenté quand même le syndicalisme, on va dire, presque dans la continuité immédiate de la scission de 1922. À toi, André. Merci Gilbert de cette présentation. On n'entend pas. Ça doit aller, là. Je m'approche. Bon, merci Gilbert d'avoir introduit cette séance. C'est une séance assez compliquée parce qu'on rentre dans une histoire longue, toute l'histoire de la scission, et les questions de l'unité telles qu'elles se posent à cette période ont connu diverses formes. Et je vais donc essayer j'espère que le plan ne sera pas trop compliqué, je vais essayer de les présenter successivement dans leurs caractéristiques. Donc, les questions telles qu'elles se sont posées au cours de la longue période de scission. La scission court de 1922 à 1935, c'est-à-dire une période qui est brève et longue en même temps. Voilà. Et ces questions de l'unité ont été soulevées dès la scission de 1922, car elles correspondaient, je pense que c'est le fond des choses, ça, à une aspiration profonde des syndiqués, des travailleurs peut-être, qui comprenaient d'instinct que la division dont ils assumaient la réalité d'une certaine manière conduisait inévitablement à un affaiblissement de l'efficacité du syndicalisme. Je vais donc consacrer un premier développement à cette situation. Dans un second temps, j'évoquerai les diverses tentatives unitaires qui sont des initiatives souvent ou presque toujours, même toujours, venues du sommet. Dans un troisième temps, j'aborderai ensuite les raisons fondamentales qui ont longtemps empêché de poser la question d'une réunification, et je terminerai mon exposé autour de 3 moments: les tentatives d'unité organique par en bas, les discussions sur l'unité organique générale
la réalisation concrète des fusions, puisque au bout du compte, la scission se termine par une réunification. Donc j'en viens à mon premier point que j'ai intitulé la question de l'unité d'action au lendemain de la scission. Au lendemain de la scission de 1921-1922, la CGT et la CGTU se renvoient respectivement la responsabilité de la situation. Mais elles déclarent l'une et l'autre ne pas se satisfaire d'une rupture complète avec toute l'histoire de la CGT. La CGT, en effet, a depuis toujours accueilli en son sein des courants très divers, allant du réformisme assumé du livre et des mineurs, par exemple, aux multiples expressions des mouvances syndicalistes révolutionnaires. Pour aller vite, je parle rapidement. Elle a toléré, donc la CGT a toléré l'intervention plus ou moins discrète de la franc-maçonnerie dans divers secteurs et elle a supporté les ingérences guédistes. Il y en a eu. Ce pluralisme d'opinion qui imprégnait au quotidien la vie confédérale se manifestait aussi dans des relations d'affinité qui s'affichaient parfois très explicitement à l'occasion des congrès. Ce fut notamment le cas au moment de la rédaction de la fameuse Charte d'Amiens en 1906. Mais la scission de 1922 avait installé, selon les majoritaires, une situation nouvelle, car elle s'était effectuée à grande échelle, en rupture avec les principes de base ayant fondé la CGT et que résumait la Charte d'Amiens telle qu'ils l'interprétaient. Et de leur côté, les unitaires considéraient qu'en raison des compromissions intervenues au cours de la période d'union sacrée et des années qui avaient suivi, la décomposition idéologique observée rendait impossible une cohabitation. On ajoutera que le long processus au travers duquel la scission s'était construite avait terriblement durci les relations entre les hommes, provoqué des cassures, installé un climat de violence qui se concrétisera notamment lors du congrès de Lille, qui fut une antichambre dramatique de la scission. Et il faut prendre en considération que la scission a poussé pour plusieurs années des forces non négligeables, les fonctionnaires notamment, sur la voie de l'autonomie. Dans ce contexte, comment pouvait-on envisager une sortie de la division? Je l'ai noté, tout le monde en convenait, la scission avait pour conséquence d'affaiblir les travailleurs. C'était donc une situation qui, raisonnablement, ne pouvait trop durer. Mais comment confédérés unitaires envisageait-il d'en sortir? La CGT avait, dès janvier 1922, déclaré souhaiter une réunification sous son contrôle. Dans un long texte consacré aux raisons de la scission, elle déclarait « L'unité, oui, elle doit se refaire, mais non pas par des moyens artificiels ni des moyens de force. Elle a au contraire une voie naturelle, puisque la CGT reste ouverte à tous, sous quelques conditions fondamentales qui ne peuvent être discutées. » En résumé, l'unité ne pouvait s'envisager que comme un retour individuel au bercail des unitaires, se soumettant à la discipline confédérale, c'est-à-dire s'effaçant en tant que courant. Cette position excluait toute relation avec la CGT. Face à cela, les unitaires proposaient l'unité d'action à la base, selon les principes du front unique, mais se heurtaient constamment au refus de leurs interlocuteurs. Cette situation de rupture ne revêtait pas qu'une dimension nationale. Elle concernait aussi les internationales syndicales, la Fédération syndicale internationale et l'Internationale syndicale rouge. Lors de son deuxième congrès, réuni en novembre 1922, l'Internationale syndicale rouge déclarait ne pas se résoudre à la division et avait dit souhaiter établir des relations avec la FSI. Elle avait dans ce but adopté des thèses accordant une grande place à la question du front unique. Elle écrivait notamment « Toute scission dans les rangs ouvriers
marque une victoire capitaliste. Pour que la lutte défensive actuelle se transforme en offensive, il faut avant tout établir un front unique. Sans front unique, point de victoire sur le capital. En 1923, en écho à cette orientation, la commission exécutive de la CGTU avait, à l'occasion du congrès de la CGT, formulé des propositions d'unité syndicale et d'unité d'action. Elle considérait que l'unité ne pouvait se reconstituer au sein de l'une ou l'autre CGT, et n'était envisageable que, je cite, par l'entente de tous les syndicats, sans exception, au sein d'un congrès confédéral unitaire, spécialement convoqué par les deux organismes confédéraux sur des bases à déterminer. À ces dispositions, en vue d'une unité organique, la CGTU ajoutait, comme l'ISR, la nécessité de l'unité de front contre les menaces de guerre en général et contre l'impérialisme français en particulier. La CGT avait refusé sèchement toutes ces propositions, soulignant en particulier que l'unité organique était impossible en raison de l'adhésion de la CGTU à l'internationale syndicale rouge. En mettant en avant la dimension internationale du syndicalisme, la CGT se refusait à considérer les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'adhésion de la CGTU à l'ISR et des garanties d'autonomie qui avaient été difficilement négociées pour ne retenir dans son principe que l'arrimage de l'internationale syndicale à l'internationale communiste. En juillet 1923, le CCN de la CGTU proposait la constitution d'un comité mixte pour, disait-il, causer sur l'unité et sur les moyens de réaliser celle-ci. Et quelques mois plus tard, le 8 octobre, il s'adressait au CCN confédéré en vue de la réalisation du front unique contre l'occupation de la Roue. La CGT répondit, après en avoir débattu, en adoptant une résolution condamnant le front unique dans son principe. Cette orientation de la CGTU s'articulait avec celle proposée par l'ISR, qui, lors de son 3e congrès, réuni en 1924, avait proposé la fusion des internationales par la convocation d'un congrès international d'unité sur la base d'une représentation proportionnelle. Je me suis attardé sur ces premières années de la scission parce qu'elles établissent dans leurs principes les positions des uns et des autres, positions qui vont se révéler intangibles jusqu'en 1934. J'en viens à mon deuxième point que j'ai intitulé la réunification, question de méthode, point d'interrogation. Était-il possible de faire bouger les lignes? La CGTU, puis quelques autres s'y essayèrent en proposant des méthodes de réunification visant la dimension confédérale. Voici résumé les 4 principales initiatives qui furent tentées. La première se déroule en 1925 avec la réunion d'une conférence d'unité. La seconde a lieu 2 années plus tard à l'initiative des cheminots du réseau Paris-État rive droite. La troisième se déploie en 1931-1932 à l'initiative d'un comité réunissant confédérés, unitaires et autonomes, le comité des 22. La quatrième, toujours en 1931, se matérialise dans ce que l'on appelle la motion JAPI. Je laisse pour l'instant de côté les tentatives de concrétisation de front unique et la démarche des syndicats uniques qui caractérisent la fin de période de division, j'y reviendrai. Première initiative en janvier 1925. La CGTU propose à cette date, propose à la CGT de convoquer un congrès interconfédéral d'unité à l'issue des 2 congrès confédéraux annoncés pour l'automne à la même date d'ailleurs et suggère la réunion d'une conférence mixte des 2 bureaux confédéraux pour arrêter les dispositions relatives à la tenue de ce congrès d'unité. Le 19 février, la commission administrative de la CGT déclare qu'elle se refuse à toute discussion sur l'unité, renvoyant l'affaire au congrès confédéral.
La CGTU ne renonce pas à son projet et en avril, donc 4 mois plus tard, elle tente en vain de reprendre langue avec la CGT. À la mi-août, à 2 semaines de la réunion des 2 congrès, elle déclare qu'elle organisera au lendemain des assises des 2 confédérations un congrès confédéral d'unité dont seraient membres de droit les délégués des 2 congrès confédéraux ainsi que des représentants de syndicats autonomes. Saisie des propositions formulées en avril, la CGT, qui n'a pas reçu la délégation unitaire qui a tenté de se présenter au Congrès confédéré, ouvre un débat sur les questions de l'unité qui aboutit à la rédaction d'une résolution rappelant les positions traditionnelles de la centrale et récusant la perspective d'un congrès interconfédéral. Malgré son insuccès, la CGTU réunit les 30 et 31 août 1925 une conférence d'unité qui rassemble, outre une cinquantaine de délégués ayant participé au congrès de la CGTU, 15 syndicats confédérés avec 15 délégués, 27 organisations autonomes avec 43 délégués et 5 comités mixtes, notamment constitués à Châlons-sur-Marne, dans la région lyonnaise, dans l'Indre et la Meurthe et Moselle. Ces syndicats mixtes sont représentés par 5 délégués. La résolution approuvée par la conférence indique notamment que, je cite, « l'unité ne saurait se réaliser d'une façon durable et efficace qu'autant que le mouvement syndical gardera son autonomie organique et son caractère de lutte de classe. » Le texte précise d'autre part que, je cite, « la réalisation pratique de l'unité ne peut s'opérer que par la fusion simultanée et contrôlée par des comités mixtes de toutes les organisations parallèles et que la constitution de comités mixtes d'unité permettra le rapprochement des militants des différentes tendances et pourra hâter la réalisation de l'unité syndicale. » Aussi modeste qu'il soit, le résultat de la conférence rompt cependant un peu l'isolement dans lequel séjournait jusqu'alors la CGTU. Il scelle cependant l'échec des initiatives de front unique à débouché politique. Comme le note René Garny dans le tome 2 de son Histoire du mouvement syndical en France, les situations d'unité d'action sont peu nombreuses et des affrontements se déroulent parfois entre unitaires et confédérés au cours des conflits. En tout cas, aucun courant né de la base ne surgit capable de poser dans les faits la question unité. Deuxième initiative en 1927, donc 2 ans plus tard. En 1927, une initiative prise par des cheminots, va compléter l'effort réalisé 2 années plus tôt. En effet, le 18 mai 1927, lors d'une réunion rassemblant les syndicats unitaires et confédérés de Paris, État, Rive droite, est adoptée une résolution qui tente de débloquer la situation. Le texte préconise un processus de fusion généralisé à la base dans les syndicats confédérés, préservant la liberté d'opinion de tous les adhérents et affirmant l'indépendance absolue du syndicalisme. Un congrès national, précédé de congrès locaux et professionnels, devrait boucler l'opération. La CGTU déclare son intérêt pour la démarche, mais la CGT la refuse. La troisième période d'initiative concerne les années 1930-1931. Donc, je vais vous parler du manifeste des 22 maintenant. Face à cette situation de blocage, comment apprécier les initiatives qui vont se faire jour en 1930 et 1931 sous la forme du manifeste des 22 et de la motion adoptée par le congrès de la CGT, réunie salle Japy du 15 au 18 septembre 1931. Le manifeste des 22 est rendu public le 9 novembre 1930. Il résulte de contacts noués 3 mois plus tôt entre des militants autonomes, confédérés et unitaires. Le manifeste appelle à faire effort pour mettre fin à la division des forces syndicales. Il déclare que les signataires se sont, je cite, mis d'accord pour lancer la reconstitution de l'unité syndicale
dans une centrale syndicale unique sur les bases de la charte d'Amiens. Le texte précise que chacun devra rester fermement attaché à son organisation syndicale propre, sans arrière-pensée, comme sans manœuvre, tout en y poursuivant sa propagande en faveur de l'unité. La CGT et la CGTU vont très rapidement condamner l'initiative des 22. Seule la petite fédération autonome des fonctionnaires va l'approuver et s'engager dans la démarche. L'hostilité qui les entoure ne décourage pas cependant les 22 qui vont tenter de relancer leur démarche au travers de la publication de 2 nouveaux manifestes les 1er janvier et 28 juin 1931. Ce dernier, celui de juin 31, étant rédigé dans la perspective des congrès confédéraux de septembre et de novembre. Mais la démarche des 22 ouvre d'autant moins de perspectives que Georges Dumoulin, Lucien Diga et Clément Delsol, tous 3 confédérés et signataires du premier manifeste, défendent certes devant le congrès de la CGT le manifeste du 28 juin, mais se détachent de son esprit pour allier la position de Léon Jouot. La démarche des 22 se termine à ce moment-là. En 1931, donc en correspondance quasiment correspondance de date quasi exacte avec l'histoire des 22, apparaît ce que l'on appelle la motion Japy. En septembre 1931, lors du congrès de la CGT réuni à Paris, salle Japy, le nom du gymnase donnera le nom à la motion qui sera votée. À l'occasion de ce congrès, il se déroule un débat sur l'unité syndicale au cours duquel Léon Jouot présente une motion pour contrebattre la position des 22. Cette motion n'innove guère, mais présente un certain infléchissement de la position traditionnellement défendue par la CGT, puisque le droit de fusionner à la base est désormais reconnu aux syndicats. Et l'hypothèse d'un congrès confédéral extraordinaire, qui serait le congrès d'unité, n'est pas exclue, dès lors que la majorité des syndicats aura fusionné et demandé sa convocation. En novembre 1931, lors du 6e congrès de la CGTU, dans un rapport consacré à l'unité syndicale et qui est la réponse unitaire la plus complète à la motion Japy, Marcel Giton présente de manière synthétique la démarche des unitaires. Je cite, front unique, création de comités d'unité syndicale, conférences locales, régionales et nationales, congrès national de fusion. Giton, dans des termes très durs, considère que, je cite, l'appareil syndical de la CGT ne peut présentément faire d'autre politique que celle de la bourgeoisie et que jamais l'unité syndicale ne peut se réaliser dans la CGT réformiste, dans la CGT à la solde de la bourgeoisie. J'en viens au 3e point de mon exposé que j'ai intitulé « Des divergences de fond expliquent les difficultés rencontrées ». D'évidence, à la fin de l'année 1931, on vient de le voir, la question de l'unité syndicale demeure pendante. Les tentatives de méthode pour surmonter la division ont échoué, parce que sur le fond, les 2 centrales se différencient dans leur analyse de la situation politique et sociale et des perspectives politiques. Face à la crise économique et à l'expansion du fascisme, les 2 centrales divergent en effet fondamentalement. La CGTU, à l'instar de l'Internationale communiste, considère que la crise et la montée des fascismes sont les produits naturels des contradictions capitalistes et sont capables d'engendrer une radicalisation des masses et d'ouvrir une perspective de révolution. À l'inverse, durant les années 20, la CGT s'est installée en lieu d'élaboration d'un réformisme assez fort qui n'est d'aucune manière soumis aux conjonctures électorales auxquelles les partis doivent faire face. Selon elle, la crise trouve son origine dans une mauvaise répartition des revenus et elle dénonce en conséquence la distorsion croissante entre l'augmentation de la productivité et la consommation. Elle dénonce aussi les conséquences néfastes de la rationalisation et se réclame des solutions préconisées par le dirigeant du Parti ouvrier belge, Henri Demann, tendant à la mise en place d'une économie dirigée
seul capable de s'attaquer au racisme du fascisme, ce qu'on appellera le planisme. Alors que dans le contexte de la crise, les grèves sont peu nombreuses et la syndicalisation stagnante, les conditions objectives et subjectives de rapprochement dans l'action sont très faibles. Rien n'incite à relancer le débat unitaire que la CGT ne comprend qu'en termes organiques. Dans son livre de souvenirs pour la CGT Mémoire de lutte 1902-1939, Benoît Frachon indique que la question de l'unité politique et syndicale en France constitue dès 1931 pour lui-même et pour le nouveau secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, un sujet de préoccupation fondamentale. Il écrit « Nous avions sérieusement étudié nos liens avec les travailleurs socialistes ainsi que les possibilités qui s'ouvraient encore lentement, mais que nous pouvions faire mûrir plus vite, d'en finir avec la scission syndicale. » Cette démarche s'inscrit plus généralement dans une réflexion sur l'orientation développée depuis la scission en matière d'unité. En août 1935, Benoît Frachon en dressera une synthèse très sincère en établissant sous trois principaux déterminants les difficultés rencontrées. 1. Avoir combattu le réformisme en affirmant la nécessité de l'unité sans que les résultats obtenus soient satisfaisants. Deuxièmement, n'avoir pas réussi à convaincre les ouvriers influencés par la CGT de la nocivité du réformisme des directions confédérées. Troisièmement, avoir échoué à faire, je cite, des syndicats rouges de larges organisations de masse. Tirant les conséquences de ces difficultés, une orientation nouvelle va progressivement émerger, engager, je cite, une campagne pour réaliser l'unité syndicale comme une condition du développement du mouvement révolutionnaire. À partir de ces réflexions et dans le contexte d'une crise qui finit par frapper la France, alors que la menace fasciste s'affirme en Europe, des rapprochements vont s'effectuer sous contrainte politique. Ce sont en effet les manifestations des ligues d'extrême droite du 6 février 1934 qui propulsent sur le devant de la scène les questions de l'État, de la démocratie et de la mobilisation des masses. La CGT, qui avait programmé une campagne sur son programme au travers de la démarche dite des États généraux du travail, est conduite, considérant les partis peu capables d'organiser une puissante riposte antifasciste, de s'engager dans la mobilisation des travailleurs pour la défense des institutions démocratiques. Pour ce qui la concerne, la CGTU analyse les événements du 6 février comme le symptôme de la faillite du gouvernement bourgeois, ouvrant la voie au fascisme. Elle appelle en conséquence à réaliser le front unique prolétarien sur une base strictement anticapitaliste et considère indispensable une grève revendicative et politique de masse pour la défense des revendications et contre le fascisme. Elle renvoie dos à dos, je cite, la démocratie qui se fascise et le fascisme. Il convient de s'arrêter un instant sur le bouger unitaire qui s'est réalisé entre le 6 et le 12 février 1934. L'initiative de l'appel à la grève pour le 12 revient à la CGT qui en décide dès le 7. La CGTU, qui a appelé un mouvement pour le 9, la manifestation parisienne rassemble 50 000 participants et l'on dénombre 6 morts, et qui le réalise, ce mouvement, décide de se joindre à la grève du 12. Et cette attitude de la CGTU est un grand tournant, car passé le 12 février, les deux centrales persistent à mobiliser contre les fascistes, mais aussi contre les décrets-lois. En province, le courant antifasciste se manifeste avec force dans la rue. Les secousses de l'année 1934 vont rapidement se traduire dans le champ politique. Alors même que l'Internationale communiste et sa section française s'engagent dans une rectification de ligne, le 30 mai 1934, le Parti communiste propose à la SFIO de conclure un pacte d'unité d'action. 8 jours plus tard, la CGTU propose à la CGT l'action commune à tous les niveaux contre les décrets-lois et le lancement d'un processus de syndicat unique par la base. Si elles coïncident initialement, ces deux initiatives ne vont pas connaître le même développement. En effet, si dans le champ politique,
la SFIO accepte les propositions d'unité d'action et que des discussions s'engagent qui débouchent en juillet sur la ratification d'un pacte, rien de tel ne se produit dans le domaine syndical. Passé les mobilisations de février, la CGTU continue ses critiques contre le réformisme de la CGT. La CGT, quant à elle, se réinstalle dans sa démarche ancienne et réunit le 7 avril 1934 ses États généraux du travail contre la guerre civile et pour la réforme économique, autrement dit la promotion de son plan. Une dynamique de lutte commune ne parvient pas à s'enclencher. C'est en vain que le 16 février, Benoît Frachon a publié dans l'Humanité un appel à la réalisation du front unique pour le combat et que le 15 mars, la CGTU a proposé un 1er mai d'unité d'action. Le refus de l'unité d'action, depuis longtemps érigé en principe intangible par les confédérés, sera appliqué durant toute la période des discussions en vue de l'unité. Les confédérés affirment en effet que l'organisation commune de l'action éloigne la nécessité de l'unité organique. Tel est le point de vue développé en juin 1934, lorsqu'en réponse à un appel de la CGTU, la CGT pose le préalable de l'unité organique dont elle établit les bases dans les termes exprimés par la motion Japy. J'en viens à mon quatrième point que j'ai intitulé « Construire l'unité organique par le bas ». Pour dépasser la simple recherche de situation de front unique, la CGT entend impulser la création de syndicats uniques, voire de réaliser des fusions syndicales. Cette orientation marque incontestablement des points et suscite de la part des confédérés une condamnation, car ils ne constitueraient les syndicats uniques, selon eux, qu'une troisième organisation qui retarderait l'unité syndicale. Dans le discours qu'il prononce devant le Comité confédéral national unitaire d'octobre 1934, Benoît Frachon répond à cette critique en rappelant le caractère spontané, dit-il, de la création des syndicats uniques qui représentent la recherche de formes d'unité à la base et déclare soutenir, je cite, un mouvement aussi sincère que celui qui pousse les ouvriers de toute tendance à s'unir dans l'entreprise, dans la localité. S'il est globalement circonscrit, le mouvement de création des syndicats uniques est particulièrement puissant chez les cheminots. Les syndicats uniques passent de 55 en juillet 1934 à 300 en janvier 1935 et à 410 en juillet. Mais il se développe aussi au PTT, chez les dockers bordelais, les métallos de Lyon et de Tours, les couteliers de Thiers, etc., en région parisienne. En mars 1935, 252 syndicats uniques ont été constitués. Dans les Alpes-Maritimes et à Lille, sans aller jusqu'à la formation de syndicats uniques, des pourparlers sont engagés entre confédérés et unitaires. D'évidence, l'exigence d'unité monte et le syndicat unique offre un cadre dynamique pour que celle-ci se concrétise. En effet, dans le syndicat unique, au demeurant, dépourvu d'existence juridique, les syndiqués conservent leur appartenance confédérale et fédérale, mais ils discutent et décident des actions. Il s'agit en fait d'une forme organique d'unité d'action. Pour la CGTU, les syndicats uniques, je cite, garantissent l'intégrité de la structure des deux centrales différentes. Ils se constituent en raison du retard même que provoque la CGT en s'opposant au congrès de fusion. Et d'ajouter, la CGTU ajoute, si demain réalise un test l'espoir le plus cher de la classe ouvrière, le nôtre également, le CCN confédéré accepte de lancer en commun avec nous le programme des fusions générales et d'organiser avec nous le congrès de fusion, les syndicats uniques se constitueront partout. En quoi ceux qui se sont constitués auparavant gêneront-ils la réalisation des autres? Aussi important qu'il ait été, le mouvement des syndicats uniques n'a pas été la seule forme de la recherche d'unité. Il y a eu ce que l'universitaire coréen Dan Park appelle les pratiques unitaires. Dans sa thèse consacrée aux pratiques unitaires des syndicats, des fédérations et des unions départementales de la CGT
et de la CGTU de 1929 à la modification de 1936. Le champ de la thèse couvre le Nord-Pas-de-Calais, la Seine, la Loire, le bâtiment, la métallurgie, le livre, les cheminots. Danemark appelle pratique unitaire une action commune réelle de la base entre un syndicat confédéré et un syndicat unique ou un syndicat autonome. Jusqu'en 1934, il observe peu de pratiques unitaires et celles qui existent sont presque toujours à l'initiative de la CGT. Elle s'incarne dans des manifestations antifascistes contre les décrets-lois, dans des actions revendicatives. Ces pratiques unitaires ne dégagent pas de dynamique propre. Elles suivent les situations nationales fortes après juin 1934. Elles ne reprennent qu'en juin 1935 avec le déblocage national des discussions. J'en viens à mon cinquième point que j'ai intitulé « Vers l'unité organique, octobre 1934, mars 1936 ». En tout cas, au niveau des confédérations, malgré les désaccords qui s'expriment, et dans le contexte d'une montée importante des aspirations à l'unité syndicale, l'échange de correspondance entamé en juin 1934 se poursuit en juillet et en août. Le 21 août 1934, la CGT annonce que le CCN est convoqué pour les 5 et 6 octobre, aura à prendre connaissance de la situation de fait et par voie de conséquence à déterminer l'action de la CGT. De son côté, la CGTU réunit également son CCN du 4 au 7 octobre. Une seule question figure à son ordre du jour, l'unité syndicale. Le CCN unitaire d'octobre 1934 est d'une grande importance. Benoît Frachon y présente en effet un rapport dressant un tableau très complet de la situation économique et sociale et déclare, s'agissant de l'unité syndicale face aux enjeux de la période, je cite, « Mettre en avant les questions d'amour-propre ou de forme, c'est faire preuve d'une étroitesse d'esprit qu'on ne trouvera pas chez nous. » Les travaux du CCN unitaire révèlent une profonde volonté d'identifier tous les obstacles se présentant sur le chemin de l'unité. Il déclare « Nous avons passé en revue avec le plus grand soin tous les arguments et contre-arguments dressés autour de l'unité syndicale. Pour nous, l'essentiel était et resterait la liquidation de la division des forces ouvrières. La liquidation de la division des forces ouvrières. Nous étions bien décidés à ferrailler contre tous les obstacles objectifs ou imaginaires. En tout cas, pour la première fois depuis la scission, la réunion simultanée des deux CCN crée l'occasion d'une discussion sur la réalisation de l'unité et constitue en conséquence l'antichambre de la rencontre du 9 octobre qui va ouvrir la longue période de négociation en vue de la reconstitution de l'unité syndicale. 8 rencontres vont en effet être nécessaires pour envisager la réunion d'un congrès confédéral d'unité. Entre le 9 octobre 1934, date de la première rencontre, et le congrès de mars 1936, qui scelle l'unité, 17 mois s'écoulent. La rencontre du 9 octobre a été réalisée après un long échange de correspondance entre les deux confédérations qui ont réaffirmé les divergences anciennes dans l'approche de la question unitaire. La séance du 9 octobre enregistre ces nombreuses divergences qui concernent tous les problèmes liés au rapport aux politiques, la question du cumul des mandats, les modes de représentation dans les congrès, la question de la filiation internationale et d'autres sujets en cours. Si personne ne déclare que ces divergences sont insurmontables, aucune date n'est fixée pour la poursuite des discussions. La publication d'un article d'Ossip Pianitsky, secrétaire de l'Internationale communiste dans le cahier du bolchevisme de novembre 1935, justifiant l'existence de fractions politiques, de fractions communistes dans les syndicats, fournit à la CGT le prétexte pour interrompre les discussions. Celles-ci ne reprennent qu'en janvier 1935, sans enregistrer d'avancée particulière. Un article de Marcel Giton, publié dans l'Humanité du 6 juin 1935, annonçant le renoncement aux fractions, va lever l'obstacle paralysant les discussions. On connaît à peu près aujourd'hui la genèse de ce texte qui prend sa source au sein des débats engagés à cette époque dans l'Internationale communiste. S'agissant de ces questions, je m'autorise à renvoyer à l'article que j'ai publié en décembre 2018
sur ces questions dans le numéro 148 des cahiers de l'IHS et plus généralement à l'ouvrage que j'ai publié sur ces discussions entre la CGT et la CGTU en 1934 et 1935. Gilbert y a fait référence tout à l'heure. L'article de Giton, immédiatement suivi de l'affirmation de position de même sens de la part de la CGTU, ouvre en tout cas la voie à la reprise des discussions entre les deux centrales syndicales. L'accord se fait rapidement sur la question de l'indépendance par rapport aux politiques et les unitaires ont proposé que les désaccords lourds subsistants sur la représentation professionnelle, le cumul des mandats, l'adhésion à la FSI soient renvoyés au Congrès, autrement dit, compte tenu du rapport des forces tranchées à l'avantage des confédérés. J'en viens à mon développement de terminer cet exposé. J'ai intitulé « Les fusions concrètement ». Si le cadre général de la reconstitution de l'unité syndicale est désormais tracé, les modalités concrètes de fusion vont connaître des formes diverses. L'état du rapport des forces en 1935 donne un net avantage aux confédérés qui ont 491 000 adhérents, alors que les unitaires n'en ont que 264 000. Sur 35 fédérations représentées au Congrès de Toulouse, les unitaires ont l'avantage dans 7 d'entre elles: agriculture, alimentation, bâtiments, bois, chemin de fer, coiffeurs, métaux. Dans les unions départementales métropolitaines, au nombre de 93, auxquelles s'ajoutent 5 unions interdépartementales, les unitaires l'emportent dans 30 et 3 UD sont à l'équilibre. Les confédérés dominent donc dans 55 structures. Ces diversités relatives d'influence établissent des situations a priori nettes qui laissent penser que là où les rapports de force sont clairement établis en faveur de l'une ou l'autre sensibilité, les processus seront sans problème. Les principes retenus de la représentation proportionnelle devraient s'appliquer aussi bien dans les unions locales que dans les fédérations. La réalité se montrera quelque peu différente. On pouvait supposer que des difficultés apparaîtraient là où des forces étaient à peu près équivalentes, mais ce ne fut pas le cas. Il conviendrait d'établir un inventaire complet des situations rencontrées, ce que je n'ai pas fait en raison de la lourdeur de ce travail. Je n'évoquerai pas les fusions telles qu'elles se sont réalisées dans les départements où les situations sont très contrastées. Des quelques situations connues, il semble que ce soit les syndicats qui ont fusionné. Je voudrais modestement illustrer les problèmes apparus au travers de l'examen de la situation dans 5 fédérations. Ces 5 fédérations sont les chemins de fer, le sous-sol, le bâtiment, le livre et les métaux. Dans les chemins de fer, le rapport des forces était serré avec un très léger avantage unitaire et pourtant la fusion se réalise sans difficulté particulière. Il en est de même à la fédération du sous-sol où les confédérés dominent, 38 000 syndiqués contre 14 000 aux unitaires. Malgré tous les affrontements qui ont marqué les rapports entre les deux fédérations, la fusion se réalise par le sommet sans difficulté. Dans le livre, les confédérés disposent aussi d'un large avantage. Ils sont 3 fois plus nombreux que les unitaires. Les difficultés surgissent en raison des écarts de pratique qui ont conduit les confédérés à développer une activité mutualiste importante. Les confédérés posent la question de l'accès aux services créés à ceux qui n'ont pas cotisé. Les unitaires vont céder aux exigences confédérées et la fusion va se réaliser aux conditions confédérées, sans congrès de fusion, par entrée individuelle des unitaires dans la CGT. Dans le bâtiment où les unitaires sont 2 fois plus nombreux que les confédérés, les désaccords portent sur la détermination du nombre des syndiqués en raison des différences dans le niveau des cotisations et sans doute dans la comptabilisation des syndiqués. Les désaccords persistent au moment du congrès d'unité où 2 délégations sont représentées. À Toulouse, il y a 2 délégations pour le bâtiment. Et il faudra, le congrès de Toulouse passé, que la Confédération intervienne pour imposer un accord. Dans les métaux, où dominent aussi les unitaires, un problème assez voisin se présente. Il concerne le contrôle des comptabilités confédérales. Les décomptes sont rendus complexes par les différences de structuration. La CGTU est organisée en syndicat d'industrie et en section d'usine, alors que la CGT est organisée en syndicat d'industrie et en syndicat de métier. La fusion suppose que ces structurations différentes
sont dépassées et elles ne le seront qu'en novembre 1936, c'est-à-dire après le congrès d'unité de Toulouse. On le voit, les chemins pour surmonter concrètement la scission ont été complexes jusqu'au bout. L'obstination montrée par les unitaires pour parvenir dans un contexte qui, du point de vue du rapport de force interne, ne leur était pas favorable, témoigne d'une volonté de l'État de rétablir l'unité rompue en 1922. Mais les jeux ne sont pas définitivement faits, comme va le révéler avec éclat le grand mouvement gréviste de juillet 1936, la ruée syndicale qui se produit, le sang neuf qui en résulte. À peine terminé le congrès d'unité, Benoît Frachon définit la ligne, je cite, et ce sera ma conclusion: nous continuons et continuerons notre lutte en nous inclinant devant les décisions de Toulouse. Merci beaucoup et bravo quand même. 50 minutes, il fallait le faire pour traiter quand même un épisode qui est long dans le temps, mais surtout lourd dans le contenu. Voilà. Alors peut-être des interventions soit complémentaires, soit des questionnements dans la salle, soit via Internet. Michel Pichelet. Juste un petit nettoyage Covid. Merci. Alors, j'ai 3 questions. L'une sur, que tu connais bien d'ailleurs, la question de l'autonomie. Parce que, alors c'est variable selon les activités, mais il y a des secteurs où l'autonomie est une vraie force et où elle est souvent le refuge d'anciens unitaires, qui plus est. Bon, mais tu nous diras. La deuxième question, c'est du côté de la CGT. Bon, certes, il y a des orientations qui sont définies et tu nous as bien montré la continuité jusqu'à JAPI, et même si JAPI est plus une concession formelle qu'une réelle volonté d'ouverture. Mais précisément, Jouot bouge parce que dans la CGT, il y a quand même une montée d'un courant unitaire. Et ce qui se passe à plus forte raison dans les années 30, et en particulier à partir de 1934, fait jouer à l'intérieur de la CGT, me semble-t-il, différentes orientations politiques. Entre les différentes appartenances à des courants socialistes et avec aussi le poids des néo-socialistes qui n'est pas négligeable dans la CGT et qui entraîne par rapport à la question de l'unité des prises de position différentes. Et la dernière, c'est que il me semble qu'à partir, alors qu'en penses-tu, en 1934, si l'on accepte le moment du 12 février où là, en effet, il y a une mobilisation, sur le plan social, on ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose. Ça change quand même en 1935. Et ça change fortement, à la fois parce qu'il y a les décrets Laval, et puis donc qui entraînent, appelons-le, une baisse de 10% des traitements, et puis parce que le patronat aussi mène la même politique dans le privé, déjà depuis plusieurs années, au motif de l'application de l'échelle mobile. Comme les prix baissent, souvent, ils décident de baisser les salaires. Et
Les confédérés, là, sont un peu en difficulté parce que souvent, ils sont partie prenante des commissions paritaires départementales qui évaluent ces indices de prix. Et là aussi, ça tangue et ça fait bouger. Parce que, en tout cas, en 1935, il y a une reprise de mobilisation sociale sur laquelle, d'ailleurs, les unitaires essaient de peser. Qu'est-ce que tu en penses? Sur la question de l'autonomie, je suis un peu embêté parce que tu as dit que tu connaissais bien. En fait, je connais bien l'histoire de l'autonomie telle qu'elle s'est déroulée pour les fonctionnaires. Ah oui. C'était un gros morceau, mais il y a eu d'autres autonomies. Et ça, je connais beaucoup bien. Alors, le refuge d'anciens unitaires, dans la première phase, l'autonomie s'installe comme une entité qui a vocation à ne pas durer, disent-ils, qui va durer plus ou moins et qui va elle-même, chez les fonctionnaires, par exemple, ça va se casser en deux morceaux, avec une majorité qui va rejoindre à partir de 1926, je crois, la CGT, et une minorité qui va refuser d'aller à la CGT et qui va créer une fédération autonome des fonctionnaires qui va regrouper en gros entre 30 et 40 000 personnes et qui va rester dans l'autonomie jusqu'à la réunification. Elle va être complètement écartée des processus de discussion entre les deux confédérations, mais elle va suivre ça de bienveillant et rejoindre et participer au processus de réunification générale de 1935-1936. Alors, refuge d'anciens unitaires, peut-être, mais il faut faire l'inventaire des situations, je pense, et identifier. Je vois très bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire que l'autonomie, c'était des gens qui disaient, comme ils l'ont dit au moment de la période très sectaire de la CGTU, à la fin des années 20, du tout début des années 30, c'est de dire la situation est devenue, la CGTU est devenue inhabitable. Et en même temps, ils ne veulent pas aller à la CGT, qui est restée réformiste et qui n'aime pas non plus. Donc, l'autonomie est sans doute une forme qui peut permettre d'accueillir cette situation. Mais je pense qu'il faudrait faire l'inventaire. Je pense qu'il y a des histoires particulières qui existent et qu'il faudrait faire l'inventaire de ces autonomies, une sorte d'archipel autonome, quoi. C'est difficile à appréhender. Je ne sais pas si je réponds bien, mais sur la deuxième question, oui, je pense que quand Jouot manœuvre à reculons au moment de Japy, il le fait d'abord d'une manière très timide, mais il crée une ouverture quand même. Il crée une ouverture parce que je pense que je suis d'accord avec toi, il y a une pression unitaire dans la CGT qui se manifeste. On la voit aussi transparaître dans les confédérés qui participent à l'initiative des VM2, parce qu'il n'y a pas que des petites pointures de la confédérée qui participent. Même s'il y a des gens avec qui il y a eu des controverses très importantes, je pense notamment à Georges Dumoulin, il est parmi les 22. La CGT va lui reprocher en disant ouais, on ne va pas attendre quand même que Dumoulin vienne nous faire la leçon quand on connaît son passé, le rôle qu'il a joué dans la scission, etc. Mais je pense que ce courant unitaire existe parce que, et ça procède, me semble-t-il, un peu du fait qu'il y a eu, dès les origines de la scission, des gens qui n'ont pas supporté la scission, dans ses conséquences profondes. C'est-à-dire, c'était une situation qui désarmait le prolétariat et qui participait à son affaiblissement. Il y a des gens qui, je pense, culturellement, n'ont jamais accepté cette situation. Alors, l'articulation à voir avec les problèmes des néos, et alors là, on rentre dans des choses compliquées qui relèvent de l'histoire propre à la CGT. Mais c'est un moment aussi où vont apparaître les structurations qui vont prendre une forme officielle plus tard, mais qui, je pense à tout le courant Belin, des courants planistes qui sont manifestés aussi dans la CGT d'une manière importante, avec des choses assez complexes. Tout ça cohabite dans cette période. Je pense notamment à ce qui a été fait avec les gens des polytechniciens de X-Crise qui ont essayé de théoriser la situation dans cette période et qui participent à la construction
d'une sorte de modèle alternatif au fascisme. Parce que je l'ai dit tout à l'heure sur l'appréciation politique de la période, il y a quand même des divergences très importantes. Et il y a des gens, alors la CGTU, le courant communiste, ils disent il y a une seule solution, la révolution, et les prémices de la décomposition du capitalisme sont là, qui vont peut-être permettre de réaliser, cette chose. Mais il y en a d'autres qui cherchent une solution. Ils ne veulent pas laisser le libéralisme, pour parler vite, comment dire, installer ses propres logiques sans qu'elles soient aussi contredites par des gens qui ne contestent pas le capitalisme, mais qui proposent des adaptations qui vont permettre d'affirmer des orientations qui contredisent et qui permettent de combattre le glissement vers des solutions fascistes. Parce que les solutions fascistes, c'est une vraie question qui est posée à l'époque. Il y a qu'à voir le débat chez les néos, tu l'as dit, qui vont déboucher sur des scissions dans le Parti socialiste et qui va peser dans la CGT au travers du courant de Belair, plus tard, courant syndical, tout ça. Donc, tout ça est inventorié, mais on n'est qu'au début, peut-être d'une réflexion qui va devoir se poursuivre. Sur le sujet, la troisième question, les mobilisations sociales. On est quand même dans une situation assez curieuse, quoi. On est à la veille de 1934, tout le début des années 30, il y a une atomie gréviste. Si on retient l'indicateur des grèves comme indicateur de conflictualité et de combativité ouvrière, c'est très faible. C'est même incroyable de voir l'affaissement du courant gréviste. Il a connu une phase ascendante après la guerre de 14, il a tremblé un peu quelques années, et ensuite il s'est affaissé, il s'affaisse constamment. Jusqu'en 1935. En 1935, effectivement, alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui s'en mêlent et qui se mélangent. Il y a les processus généraux, ce que tu as dit sur les politiques Laval, les décrets-lois, le fait qu'on décide chaque fois qu'il y a baisse des prix ou baisse des salaires, etc. Ça, c'est des orientations qui ont été à l'origine d'une reprise de la conflictualité en 1935. Je pense que c'est très clair. Il me semble qu'il y a une relation très nette qui se détache. Il y a deux processus différents. Il y a le processus des mobilisations de caractère politique, dont on situe l'origine. L'origine, c'est février 1934, c'est suite. Et ça, c'est une logique particulière qui va s'articuler sur la stratégie des fonds populaires, la visibilité électorale que donnent les élections de 1936, etc. Mais il y a à côté une conflictualité sociale en rebond. Ça, je crois que c'est incontestable. On le voit bien conflictualité sociale qui va ensuite éclater d'une manière extraordinaire au moment du Front populaire. Enfin, on ne peut pas comprendre l'explosion du Front populaire sans raccorder au mouvement social tel qu'il s'est manifesté dans la période immédiatement antérieure. La situation du Front populaire, elle crée l'opportunité politique, évidemment. Et c'est là que peut-être que les deux processus se raccordent. C'est le raccordement du processus unitaire à caractère transformateur général qui se raccorde au mouvement social. Et je crois que le Front populaire matérialise ce double mouvement dans la déferlante gréviste de l'été 1936. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question et répondu. On verra. C'est compliqué, c'est une complexité inouïe. Avec le recul et comme on connaît la suite, en plus, on a tendance à lisser les choses et à oublier les contradictions dans lesquelles les situations ont séjourné. C'est une période d'une très grande complexité. La question de l'unité syndicale, elle est. Quand Aurès il dit à Frachon, ils disent il faut y aller, hein.
Mais ils savent qu'ils vont payer le prix. Ils vont payer le prix de la réunification, de l'unité. Mais ils disent il faut le payer. Franchement, il le dit très clairement. Dans ses mémoires, il dit il ne faut pas, il n'y a pas de considération. Les accords imaginaires, on les laisse tomber. Les accords réels, on essaye de les réduire au maximum. On va vers la construction politico-sociale de la logique de Front populaire comme barrage au fascisme et création des conditions d'une amélioration de la situation pour les travailleurs. Il semble que c'est... André, oui, moi j'ai deux questions à distance là sur Zoom. Une par écrit, c'est Pierre Coutas qui la pose. Alors Pierre, il est désolé, il a raté les 15 premières minutes pour des questions techniques. Donc, mais voilà, Pierre, il voulait savoir quelles avaient été les influences en faveur de l'unité syndicale qui pouvaient venir de groupes extérieurs aux directions syndicales, CGTU, CGT. Et il évoque notamment le groupe de la Révolution prolétarienne. Voilà, ça c'est la question de Pierre. Et puis j'ai une autre question en fait. J'ai Loïc Lebars qui voudrait intervenir. Alors, je vais lui passer la parole. Comme ça, il va pouvoir poser sa question de vive voix si la technique veut bien. On va voir. Hein. Loïc, il faudrait que tu branches ton micro, Loïc. Là, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Oui, je voulais revenir un peu sur le problème de l'autonomie, parce que je crois comme l'a dit André, il ne faut pas sous-estimer la volonté de beaucoup de militants en 1921, 1922, de refuser la scission syndicale. Et l'autonomie, c'est d'une part la volonté de certaines organisations de maintenir leur unité parce qu'elles étaient profondément traversées par les deux tendances, et pour maintenir leur unité, elles ont trouvé le moyen de l'autonomie. C'est le cas de la Fédération autonome des fonctionnaires. Mais il y a aussi beaucoup de syndicats qui sont devenus autonomes pour essayer de contrecarrer cette scission. C'est-à-dire que dans beaucoup de secteurs, les syndicats se sont déclarés autonomes pour pouvoir œuvrer à la réunification syndicale qu'ils appelaient de leur vœu. C'est-à-dire que c'était un peu la même idée que la FEN en 1947, c'est-à-dire maintenir des îlots d'unité au milieu de la scission et essayer de faire en sorte que ces îlots se grandissent et que finalement ils submergent les directions qui ne voulaient pas de l'unité et qu'ils imposent l'unité en quelque sorte. Leur idée en 1921, par exemple, en 22 plutôt, au niveau des syndicats, par exemple, des Bouches-du-Rhône ou du Rhône qui se sont déclarés autonomes, c'était qu'ils ont appelé toutes les autres organisations syndicales à faire de même, à devenir autonomes, à maintenir des structures, même par exemple des unions départementales autonomes, de manière à ce que ce mouvement fasse tache d'huile et qu'on arrive comme ça à la réunification syndicale. Alors, le problème, c'est que ça s'est réalisé dans un certain nombre de départements, comme je l'ai dit, par exemple dans les deux départements que j'ai cités, où il y a eu assez longtemps des unions départementales autonomes qui réunissaient aussi bien des syndicats qui adhéraient à la CGT que d'autres qui adhéraient à la CGTU. Et ça a duré un certain temps, sauf que le problème, c'est que ce mouvement n'a pas fait tache d'huile, c'est-à-dire que les organisations autonomes, qui étaient assez nombreuses, il y en avait en particulier aussi dans le bâtiment, il y en avait aussi dans l'éducation, dans l'enseignement, se sont retrouvés isolés et que dans ces cas-là, ils sont arrivés relativement vite dans les années 1924-1925 à la conclusion que bien l'autonomie, ce n'était pas la solution, qu'à la limite même, ça devenait un obstacle supplémentaire à la réalisation de cette unité. Alors certains quand même
ont maintenu cette autonomie jusqu'à la fin, jusqu'en 1935. C'est ainsi que, bon, il y a dans beaucoup de congrès de fusion qui ont lieu en 1935, il y avait non pas 2 composantes, mais il y en avait 3, c'est-à-dire qu'il y avait des syndicats de la CGT, des syndicats de la CGTU et des syndicats autonomes qui, localement, pouvaient représenter une force assez importante. Je me suis rendu compte que dans quelques départements, le nombre de syndicats autonomes était plus important que les syndicats CGTU, par exemple, dans certaines régions. D'autres syndicats autonomes ont considéré que ce n'était pas une solution de rester comme ça un petit peu entre deux chairs et ont généralement adhéré à la CGT. C'est le cas de la majorité de la Fédération autonome, mais c'est aussi le cas des syndicats de l'enseignement de la CGTU qui sont devenus autonomes entre 1924 et 1925 et qui sont retournés au bout d'1 ou 2 ans d'existence dans la CGT. Je voulais revenir aussi sur les variations de la position de la CGTU par rapport à l'unité, hein, parce que en 1927, par exemple, la CGTU a été très loin en proposant, par exemple, la rentrée en bloc des syndicats de la CGTU dans la CGT. Alors que dans la période 1928-1929, c'était la période de l'unité à la base contre les chefs confédérés, mais aussi contre les syndicats, ce qui explique pourquoi l'initiative des 22 a eu un certain écho quand même à l'intérieur de la CGT, mais aussi à l'intérieur de la CGTU. Bon, je ne reviendrai pas sur la fin du comité des 22, sur l'échec finalement du comité des 22. Je voulais simplement souligner qu'en février 1934, il ne faut pas sous-estimer quand même cette aspiration à l'unité qui s'est traduite par, bon, on a tous l'image de la journée du 12 février où les 2 manifestations qui étaient prévues, la manifestation de la CGT et celle de la CGTU se sont rejointes, mais en province, dans beaucoup d'endroits, cette unité, elle était réalisée avant même le 12. C'est-à-dire que le 12 février était préparé dans beaucoup de villes de province. Je crois qu'Antoine Pau on a comptabilisé 160 par des meetings communs, CGT, CGTU, Parti communiste, Parti socialiste, bon, et d'autres organisations qui, ensemble, ont organisé des meetings et, ensemble, ont organisé des manifestations unitaires. Et ce qui est important, c'est que après le 12, on a l'impression, en lisant les journaux, en lisant l'Humanité, que tout redevenait comme avant, c'est-à-dire que le 12 était une parenthèse et qu'il fallait très vite refermer. Mais en province, il y a eu de très nombreux comités antifascistes qui se sont créés à ce moment-là et qui ont perduré pendant toute cette période. Et je crois que cette aspiration à l'unité a joué un rôle important dans le tournant aussi bien du Parti communiste que de la CGTU en juin 1934. Voilà, bon, j'aurais d'autres choses à dire, mais je m'arrêterai là pour le moment. André, je ne sais pas si tu as bien entendu. Je pense que sur Zoom, ça a été très clair. Par contre, dans la salle, c'était peut-être plus compliqué. Je remercie Loïc de son intervention. J'ai eu beaucoup de mal à l'entendre. C'est ça qui me gêne pour faire une réponse. Mais je crois qu'il a je pense que la question de l'autonomie, il va falloir qu'on la traite. Il faudra qu'on y consacre peut-être une séance du séminaire sur comment on va traiter ça. Parce que ça a été un élément important. J'ai bien entendu ce que Loïc a dit sur ce qui a été pensé dans le premier temps de l'autonomie, c'est-à-dire que l'autonomie, c'était une forme qui allait permettre de donner rendez-vous à une réunification. N'avait pas vocation à perdurer, mais à créer les conditions. On ne peut pas accepter
dureté de la situation de scission et de travailler à la reconstitution d'une unité. Le problème, c'est de savoir, moi j'ai l'impression qu'il y a des autonomies différentes dans le temps. Cette autonomie, première manière, c'est dans la Fédération des fonctionnaires, où ça se manifeste le plus fortement. C'est le même discours que, je crois qu'il l'a dit, Loïc, qu'on va retrouver au moment de la scission FO en 1947, avec la création de la FEN qui dit qu'on se constitue en fédération autonome parce qu'on ne veut pas qu'il y ait la scission CGT-FO et on veut être un peu montrer que la forme, une forme unitaire du syndicalisme est possible et on veut l'incarner. Voilà. Donc, ensuite, il y a d'autres autonomies, je pense, c'est là qu'il faudrait suivre par profession qu'est-ce qui s'est passé, localiser les forces autonomes, dans quel secteur elles ont existé vraiment, mais ça, il faut travailler là-dessus. Loïc, il connaît très bien, évidemment, la situation dans la Fédération de l'enseignement, dans le domaine de l'enseignement, il connaît très bien tout ce qui s'est passé. Et donc, il pourra d'ailleurs participer d'une manière très utile à la réflexion sur les autonomies. Donc voilà, moi je ne peux pas faire une réponse beaucoup plus circonstanciée sur cette dimension, sauf à reconnaître qu'il s'agit d'un vrai problème et qu'il va falloir qu'on l'aborde. Sans masque, sinon on m'entend pas. Alors, deux réflexions, deux questions, problèmes, disons. D'un côté, la question de la scission et de l'unification est en même temps un problème de société française, un problème de société en général, parce qu'elle introduit des pratiques bien différentes. Un syndicat qui a, dans les mots de ses dirigeants, peur d'être défini de gréviculteur. Et le syndicat, la fédération, la CGT, qui parcourt toute une autre politique de présence institutionnelle et tout ça. Alors, c'est un problème de société, de comportement, en fin de compte, des militants. Mais en même temps, c'est un grand problème de rapports internationaux, parce que, évidemment, étant donné l'importance de la CGTU, dans le cadre des syndicats nés, disons, du grand mouvement de 17, disons en gros, l'enjeu, la CGTU, sa existence, est une question du prof interne, des plus importants. Alors, on peut se demander le rôle de cette attention des instances internationales dans le procès d'unification. C'est une question. Puis, en même temps, 36, évidemment, c'est un moment de mouvement, de sujet extraordinaire, de subjectivité sociale extraordinaire, nouvelle qui permet une syndicalisation nombreuse qui, comme tout le monde sait bien, n'est pas la normalité, disons, la continuité du mouvement syndical français. Alors, comment? C'est une suggestion et une question en même temps. Alors, ce nombre, ces nouveaux syndiqués, qui sont très nombreux, pour un moment, vont-ils ou pas influencer les cultures des dirigeants en général? C'est-à-dire, on voit, après l'unification, immédiatement presque, se constituer des courants qui ne sont pas évidemment des courants formels, mais qui sont, bon, le courant syndical, tout ça, qui parcourent évidemment les anciennes cultures de la CGT, de la CGTU. Mais en même temps, on a le droit de se demander l'impact de cette nouvelle syndicalisation dans les cultures de la confédération, de la nouvelle confédération en général. Même si, évidemment,
les tragédies qui interviennent dans le monde entier, évidemment. Mais 39-40 parcours et en même temps, c'est tout ça. Donc, ne permet pas de voir le développement d'une culture syndicale dans une situation qui ne serait pas affectée par les divisions politiques générales de 39-40. Donc, c'est très compliqué, comme on vient de le dire, et c'est compliqué du point de vue social et en même temps du point de vue de la politique générale. Merci d'avoir écouté. Essayez quand même, hein, si les gens l'entendent. J'ai oublié de répondre à l'interpellation de Pierre Coutras sur le rôle extérieur, notamment le rôle de la révolution prolétarienne. Sur les questions de l'unité, la révolution prolétarienne, sur cette question, je vais parler très franchement, je trouve qu'elle n'est pas claire. Je pense que c'est très lié au fait que son noyau dirigeant, qui est essentiellement piloté par Pierre Monat, qui a une histoire personnelle très compliquée, puisqu'il est dans les tout débuts, dans la création de la CGTU, ses responsabilités brèves mais importantes au Parti communiste, puis sa rupture et sa construction de cet espace de réflexion intéressant qui est la revue qui s'intitule La Révolution prolétarienne. Je pense que Pierre Monat, il ne voit pas très bien vers quoi la réunification peut conduire. D'ailleurs, je suis très frappé, j'avais relu il y a quelque temps les numéros de la Révolution prolétarienne au cours de la période des discussions du meeting de la Révolution prolétarienne. Elle est très méfiante. Ils sont très méfiants sur le déroulement concret des discussions entre la CGT et la CGTU. Et ils se méfient, ils pensent que la CGT va se faire manger par la CGTU, qu'il y a ce qu'ils appellent l'enveloppement communiste qui est en route, qu'il faut faire attention. Je trouve qu'ils n'ont pas compris grand-chose au processus de discussion et de débat qui se déroule au sein du mouvement syndical à cette période. Alors qu'ils ont fait preuve dans d'autres circonstances d'une très grande perspicacité, là, je trouve qu'ils n'ont pas été terribles. Mais ça aussi, on pourra le regarder ultérieurement. À mon avis, le rôle sur les questions de l'unité syndicale, la révolution professionnelle prolétarienne, je pense que le rôle a été très faible. Sur les questions que Maria soulève sur la culture des nouveaux syndiqués, c'est une drôle de question, ça, parce que c'est très court. Je veux dire, ils adhèrent en 36, 37, fin 38, le Front populaire est terminé. Donc, il y a une période extrêmement brève, avec une syndicalisation qui monte en flèche, et ensuite qui s'affaiblit. On monte, et ensuite on recommence à redescendre tout de suite. Je ne parle pas ensuite de la période qui est autre chose de la guerre. Mais quand on s'achemine jusqu'à la grève générale du 30 novembre 1938, qui est un peu aussi un marqueur des processus, je pense que c'est donc très court. Ce qu'on constate, c'est que ces nouveaux syndiqués, les syndiqués du Front populaire, disons, ils vont plutôt vers la CGT. Donc, culturellement, ils vont vers le courant le plus révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'il y a une modification du rapport de force interne à la CGT qui va commencer à poser des problèmes qui vont apparaître dans les congrès qui précèdent immédiatement la Deuxième Guerre mondiale, parce que commence à se poser à nouveau la question de la représentation des uns et des autres au sein de l'organisme dirigeant, par exemple. Mais je pense que le problème se pose aussi dans les fédérations et dans les unions départementales, où en raison de la forte montée du courant des idéologies unitaires, pour parler vite, il y a des situations qui ont pu exister d'une manière factuelle au moment de la réunification et qui sont très rapidement changées. On va d'ailleurs avoir aussi cette situation va continuer à produire ses effets pendant la guerre, puisqu'elle va à nouveau ressurgir au moment de la discussion
la réunification dans des conditions très particulières de la CGT en 1943, au moment de l'accord du Péreux, ces questions vont à nouveau réapparaître et à ce moment-là, les unitaires vont dire pour ce qui est du bureau confédéral, on reste sur l'ancien accord, bien que la situation n'est pas représentative de ce qui se passe réellement dans l'organisation. Et ça va encore ressurgir pendant la clandestinité, c'est ressurgir sous cette forme, et là aussi les unitaires font l'effort du compromis, et on va avoir la discussion qui va ressurgir à la Libération avec le co-secrétariat général, Junot Frachon, la redisposition du rapport de force au sein du bureau confédéral et de la commission administrative, ça s'appelle comme ça à l'époque, mais ça va être, comment dire, objet de discussions qui vont se dérouler dans les congrès après la guerre. Donc, l'influence des jeunes, des nouveaux syndiqués, je crois qu'on peut dire, au niveau des cultures, je ne sais pas si ça ajoute des choses. Ça ajoute des choses au sens du rapport de force interne, ça c'est sûr. Voilà, à présent, il y a une matrice d'interprétation qui existe, qui n'est pas bousculée par une conjoncture, disons, mais c'est un facteur très important. De toute façon, qui a bousculé beaucoup des schémas assez statiques qu'on avait jusque-là. Et des calculs un peu bureaucratiques, mais qui étaient bureaucratiques, qui se réalisaient sur la base de la volonté unitaire absolue de réaliser l'unité partout, à tous les niveaux. Ça a été... on a peut-être sous-estimé, accepté de faire l'unité en acceptant... en reconnaissant sur les dossiers principaux que c'est la position de l'adversaire de tendance qui va être majoritaire, c'est quand même un effort considérable. Il y a un ou deux textes internes, je crois que c'est dans la fameuse conférence secrète, dite secrète de l'ISR, qui a lieu en 1935, où Frachon dit il faut se rendre compte de l'effort qu'il a fallu faire, quoi. Et que ça a été une sorte de violence et qu'il a fallu. Il y a eu des désaccords au sein de la CGTU. Alors, il n'y a pas eu de désaccords très explicites, mais il y a des éclats de cette tension interne perceptible, qui sont rendus perceptibles par quelques réflexions qui sont faites de ci, de là, notamment sur le fait qu'on lâche trop. Voilà, on abandonne des positions qu'il n'aurait pas fallu abandonner, on est trop mou, en gros, c'est ça. Et à ce moment-là, il y a Frachon, Rousseau, Racamon, ils mettent tout leur poids dans la bataille pour dire à un camarade il faut faire l'unité à tout prix. À tout prix. J'avais Jean-Louis Robert qui voulait poser une question aussi, mais alors ça va être dans les mêmes conditions, un peu audio dans la salle que tout à l'heure. Donc, j'ai demandé à Jean-Louis s'il peut parler au plus près de son micro. Et voilà, Jean-Louis. Jean-Louis, voilà. Est-ce que tu peux dire quelque chose, Jean-Louis? Vous m'entendez? Et on t'entend faiblement. Ben, je parlerai le plus fort possible. Bon, d'abord, merci pour ton exposé, hein, vraiment une très belle synthèse et très, très, très enrichissante. Bon, ma question, tu viens de l'aborder hein, déjà juste à la fin de ce que tu viens de dire. C'est la complexité d'un double courant dans les années 30. Une partie qui pousse vers l'unité, ce qu'a évoqué Loïc Lebars, mais au sein de la CGTU, c'est ça que je voulais indiquer, il devait quand même y avoir une situation très complexe et on devrait là multiplier les études locales dans les syndicats, etc. Parce que quand on lit, c'est ce que j'ai fait là depuis une quinzaine de jours, assez attentivement, la presse syndicale locale, on a sur Gallica un nombre assez important de petits journaux de syndicats unitaires qui sont disponibles et on a aussi sur différents sites un nombre assez considérable d'affiches syndicales unitaires locales disponibles et quelques-unes aussi sur le site d'ailleurs de l'Institut.
On est obligé un peu de travailler de loin maintenant, c'est vrai que c'est comme ça. Donc, on se rend compte quand même que vers 1930, alors un peu avant et aussi encore un peu après, à la base même, enfin à la base syndicale en tout cas, il y a un discours d'une extrême violence des unitaires, et pas seulement à l'encontre des dirigeants confédérés, mais aussi à l'encontre des dirigeants confédérés locaux, pas seulement à l'encontre des dirigeants nationaux, mais aussi à l'encontre des dirigeants syndicaux locaux. Il y a vraiment des attaques ad hominem, des accords très vifs qui se manifestent et qui sont parfois qui vont parfois jusqu'à une certaine violence. Donc on a quand même le sentiment que il y a aussi ce phénomène localement de conflit entre les syndicalistes confédérés et les syndicalistes unitaires, pas partout. Là, c'est là qu'il faudrait pouvoir étudier attentivement les choses, mais parfois on a à la base, je ne parle pas ouvrière, là c'est encore plus complexe, mais à la base syndicale, on a de très nombreux exemples d'une violence du langage, au moins des unitaires par rapport au syndicalisme confédéré, et je n'ai pas étudié réciproquement, mais ça paraît probable. On pourrait multiplier des exemples de ce type. Donc, l'unité, le passage de cette phase de 1930 autour plus ou moins quelques années à l'unité devait être effectivement extrêmement complexe. Et on peut s'interroger, c'est ce que tu viens de dire, si il n'y avait pas quand même des unitaires qui n'allaient pas seulement à cause du rapport de force, mais même sur des positions de principe plus larges qui allaient seulement à reculons vers l'unité. Et au fond, quelle était la profondeur culturelle, pour reprendre cette expression, de l'unité qui allait se réaliser quand on voit la vivacité des conflits. Au-delà même de contradictions internes qui pouvaient passer chez les syndicalistes, à savoir à la fois la conscience, comme tu l'as dit au tout début, que l'unité, c'est quand même, y compris l'unité organique ou l'unité d'action, ça ne peut être qu'un renforcement syndical, et en même temps, l'idée qu'il y avait quand même des réformistes dans ce mouvement syndical, toujours prêts à collaborer avec la bourgeoisie. Voilà, donc, est-ce que tu as des idées sur ça, même si c'était peut-être difficile de les affirmer, parce qu'il y avait cette conscience de la nécessité de l'unité contre le fascisme qui prenait le dessus. Je ne sais pas si tu m'as entendu. On t'a entendu, Jean. Oui, alors, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que quand même les unitaires de 1934 ne sont pas ceux de 1926. Il y a quand même eu une déperdition de force chez les unitaires, provoquée, alors il y a la crise, les difficultés de l'organisation, de lutte, de mobilisation, mais il y a aussi une lutte très dure en interne dans la CGTU contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la direction unique, avec l'alignement sur le Parti communiste, et qui plus est sur un Parti communiste qui est dans une phase ultra sectaire. Il faut préparer la révolution, la radicalisation des masses, c'est le grand slogan, alors que, tu l'as bien rappelé, du point de vue des luttes, au moins la radicalisation n'est pas évidente. Donc, c'est plus tout à fait les mêmes unitaires. Or, ces unitaires perdus, ils ne le sont pas complètement. Pour une partie d'entre eux, ils ont basculé soit vers l'autonomie, soit vers les confédérés. Et alors là, évidemment, ajoutons un peu de complexité à l'histoire. Ces anciens unitaires qui étaient encore jusqu'en 1934
très méfiants à l'égard de ce qu'ils qualifient eux-mêmes de chefs réformistes, lorsqu'ils rentrent dans la CGT, en fait, ils deviennent plus anti-CGTU qu'une partie des confédérés, parce qu'ils sortent de la CGTU dans un tel état qu'ils ne veulent plus avoir affaire aux anciens, à leurs anciens camarades. Et ils vont être parmi les plus réticents, et y compris fournir des cadres ensuite à syndicats pour dénoncer le noyautage communiste. Ils sont restés sur cette position qui, chez eux, compte tenu de leur expérience, en quelque sorte, a submergé tout ce qui pouvait être leur autre caractéristique. Alors, et ça explique un peu, d'une manière plus atténuée, ce que tu as bien dit sur la révolution prolétarienne. Elle aussi, elle ne tient pas le même discours en 1934, 1935, 1936 que ce qu'on lisait en 27 et jusqu'au 22, jusqu'au manifeste des 22, où là, au contraire, c'est elle qui promeut ces initiatives unitaires. Là aussi, il y a eu des changements qui se sont produits. Donc voilà, je crois que les unitaires de 34, 35 ne sont pas ceux par-delà l'apparente homogénéité et la domination, la majorité confédérale qui est généralement largement confirmée congrès après congrès. Alors, sur l'autonomie, juste un point. Alors, je ne veux pas anticiper sur la prochaine fois, mais le plus gros syndicat des dockers après l'effondrement du syndicat unitaire de Dunkerque, c'est celui du Havre, qui est au départ animé par d'anciens unitaires, avec ce qu'expliquait Le Bars tout à l'heure, qui va même jusqu'à une union locale unitaire qui bascule et qui se transforme en union locale autonome. Le Havre, c'est un peu particulier. Et juste une précision aussi, tu as dit le manifeste des 22 n'emporte pas d'organisation dans la CGTU. Au moins la Fédération des ports et docks, elle soutient le manifeste des 22. Hein. Bon, voilà. Et enfin, sur la question que soulevait Maria, effectivement, 36, la grève, elle produit la ruée syndicale dans un contexte et à travers une expérience qui est une expérience de mobilisation réussie. Et du coup, il y a toute une génération de salariés et de militants syndicaux qui va, à partir de là, se déterminer par rapport à cette expérience qui va marquer pour des décennies le mouvement syndical français, en particulier sa principale force syndicale. Et par la mobilisation, là, c'est ce qui porte les unitaires. Parce que eux, par rapport aux confédérés, qui sont alors très engagés, en tout cas pour, je veux dire, leur chef, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, dans un syndicalisme de délégation et d'institutionnalisation, le mouvement social, sans mouvement social, d'une certaine façon, les confédérés en 1936 l'emportaient, puisqu'il y avait un gouvernement qui était plus favorable, qui pouvait mieux les écouter, sauf qu'il y a une mobilisation sociale qui redonne la main et l'écoute aux unitaires. Sur le thème, pas de conquête sans mobilisation ou la mobilisation pour les conquêtes sociales. Et ça, c'est l'expérience sociale qui, en quelque sorte, donne cet avantage aux unitaires, qui, tu as raison de le souligner, peut-être en mars 1936, mais ce pari n'était pas évident.
Oui, alors j'ai Bernard Tepper qui pose deux questions en fait, qui me les a posées par écrit, donc je te les relais par écrit. Lui, il voudrait avoir des précisions sur, compte tenu un peu de des violences verbales qu'on a évoquées entre CGT et CGTU, il voulait voir quel est le rôle du Parti communiste français dans la marche de la CGTU vers l'unité. Voilà, donc tu as pu donner quelques éléments, mais voilà. Et puis, grosso modo, il avait besoin comment dire, des évolutions du nombre d'adhérents, à la fois de la CGT, de la CGTU et des autonomes sur la période 22-36, voilà, qui pouvait apporter quelques éléments pour voir comment ça avait évolué, mais voilà, de manière assez large. Sur la première question, sur le rôle du parti dans l'unité, disons que tout le processus, la direction du Parti communiste est d'accord avec ce que fait la CGTU. Et ils sont quand même très liés au plus haut niveau. Et le parti relaie les positions de la CGTU. Il donne, dans l'humanité, il donne beaucoup d'informations sur l'état des discussions, il renseigne, il y a énormément de... On a retrouvé, là, on a identifié, je crois que c'est près de 200 textes publiés dans l'humanité sur les questions de l'unité. Alors, qui sont des textes essentiellement signés par les grands dirigeants syndicalistes communistes. C'est beaucoup Mousseau, Personnard à une époque, Frachon, beaucoup aussi. Et on a gardé, on a trace de toute cette intervention au jour le jour. Dans toute la période des discussions, notamment, c'est au jour le jour qu'il y a une expression politique sur les questions de l'unité. Après, le parti en tant que tel, il joue un rôle par l'intermédiaire de ses militants engagés dans le syndicalisme. Le parti, on trouve évidemment des expressions du parti sur les questions de l'unité, à l'occasion des réunions du comité central, notamment le comité central où Frachon intervient longuement, et Mousseau aussi, je crois, intervient longuement sur où en sommes-nous, les enjeux de l'unité syndicale, des choses comme ça. Mais en tant que tel, la CGTU, elle a la main sur tout le processus. On n'a pas, sauf à dire que les grands dirigeants de la CGTU, qui sont tous communistes, et sont membres, pour beaucoup d'entre eux, tous sont membres du comité central et certains d'entre eux membres du groupe politique, ils agissent dans le contexte syndical, dans la discussion syndicale. Donc le rôle du Parti communiste dans l'unité, sauf qu'il débloque évidemment, quand il y a toute l'histoire des fractions, ça se déroule à l'intérieur des débats de l'Internationale communiste. Maintenant, on connaît assez bien le processus. Internationale communiste puis Internationale des syndicats rouges. Torres intervient dedans, il appuie l'abandon des fractions, etc. Mais il est bien loin le temps où Maurice Torres était délégué au congrès de la CGTU en qualité de secrétaire général du parti. Sorti de ces liaisons qui avaient un caractère un peu caricatural, il faut bien le dire. Mais le rôle du parti, il s'exprime dans les orientations générales de la CGT. Sur les adhérents, je n'ai pas amené ma fiche des adhérents, elle est connue, puisque les états d'effectifs ont été établis à partir des comptabilités syndicales de congrès. Ce qui se passe, c'est que, grosso modo, la tendance de la CGTU, c'est au sortir de la scission, une période où la syndicalisation monte, progresse, une période de stagnation et puis une période d'affaissement. Donc, et du côté de la CGT, c'est une période de démarrage avec un niveau assez haut qui reste stagnant longtemps et puis qui a tendance à monter avant, au moment de l'entrée dans les années temps, quand ça s'est frité aussi légèrement. Et globalement,
il y a, en termes de syndiqués, après, il faut faire, c'est pour ça que je ne peux pas le faire, je n'ai pas préparé cette question, fédération par fédération, parce que les évolutions ne sont pas partout les mêmes, mais je ne sais pas, l'histoire, les chiffres le plus caricatural, c'est extraordinaire, c'est la Fédération des métaux, CGTU, ils sont en tête, ils sont devant les confédérés, ils ont moins de 20 000 adhérents. Et ils débarquent en plein Front populaire, ils arrivent à 450 000 adhérents. Donc, on donnera de toute façon tous les éléments quantitatifs sur cette situation, mais il n'y a pas, à la veille de la réunification, il n'y a pas plus de syndiqués, tout confondu, CGT, CGTU, qu'il n'y en avait au moment de la scission. Donc, il n'y a pas eu de ces 36 qui vont marquer évidemment une très grande rupture, mais la syndicalisation, elle est globalement restée faible dans la période, avec quand même cette double caractéristique, une CGTU qui a tendance à diminuer et la CGT qui a tendance à progresser un peu puis à diminuer aussi. Voilà. Donc il faudrait faire les chiffres, ils existent, on les donnera d'une manière plus déterminée. Oui, l'écart. Le problème, c'est qu'il y a un écart qui se creuse. Voilà. À partir des années 30, de 1930, l'écart se creuse entre la CGT et la CGTU. Et c'est un des facteurs d'ailleurs qui motive Frachon, il me le dit. Vous avez vu, j'ai vu les 4 critères liés, on n'a pas réussi à faire ci et faire ça. Ils n'ont pas réussi, il le dit, à transformer les syndicats CGTU en une véritable organisation de masse. C'est ça le problème. Et l'écart s'est creusé. Et on peut arriver à un moment où l'existence même de la CGTU est en question. Il faut remettre ça dans le contexte de l'antifascisme, le contexte de la conjoncture de Front populaire, etc. Mais la CGTU, qui est née elle est née sur la base d'une espérance révolutionnaire. Tant que cette espérance révolutionnaire a existé, la CGTU s'en est à peu près bien sortie. Mais lorsque l'espérance révolutionnaire s'est affaissée, ou même a disparu, on est rentré dans des situations beaucoup plus difficiles, eh bien, les raisons d'être de la CGTU, elles étaient difficiles à prouver. Donc, aller vers un syndicalisme à petite semaine qui fait ce qu'il peut, tel qu'il était porté par le courant réformiste, il est moins mis en péril que le syndicalisme radical de la CGTU. Et l'écart se creuse. Et c'est une des raisons de la nécessité de la réunification. Vous savez, il y a des fédérations, elles sont très petites. Hein. Très petites. La Fédération d'éducation nationale, ils sont 5 000. Les métaux, ils sont entre 15 et 20 000. Il y a la chimie, c'est ridicule aussi. Par la CGT, des chiffres de la CGT. Et même au niveau des territoires, il y a des situations, et ça, la remarque vaut pour la CGTU et la CGT, il y a des endroits où la CGT n'est plus capable, bien qu'elle ait conservé le principe des unions départementales, elle n'est plus capable d'avoir des unions départementales dans tous les départements. C'est pour ça qu'elle crée des unions interdépartementales. Et la CGTU, mais Michel avait fait une étude là-dessus, c'est un peu peau de léopard. L'implantation de la CGTU, c'est peau de léopard. On ne peut pas avoir des visions homogènes des choses. Si on prend les masses avec des chiffres globaux, on voit déjà des choses qui se dessinent. Mais à des niveaux inférieurs, c'est une situation beaucoup plus contrastée. Il y a des départements où la CGTU n'a pas d'adhérents. Moi, je suis originaire d'un département qui est l'ancien les Basses-Pyrénées. Il n'y a pas de structure départementale, CGT. Même au niveau de la CGT, ils sont obligés de monter une union interdépartementale avec les Hautes-Pyrénées, les Landes et les Basses-Pyrénées, tellement c'est fait. Donc, on donnera tous ces chiffres. On va, je pense, devoir aussi avancer vers une séance du séminaire sur ces questions. Je pense qu'il va falloir qu'on essaye
travailler sur les influx, sur l'évolution des rapports de force organisés. Je pense qu'il faudra aussi, parce qu'on le sent bien, moi je le sens comme ça, il va falloir qu'on travaille aussi sur les dirigeants de la CGTU. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Sur les noyaux dirigeants au niveau... Je ne sais pas comment prendre cette question, elle est assez compliquée. Oui, la rotation des responsabilités, l'épuisement des militants, l'usure militante qui est liée au type de syndicalisme qui est développé, etc. Il va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus aussi, mais ça c'est pour plus tard. On n'en a pas fini avec ce sujet. Le poids de la répression est quand même le poids de la répression, fort, hein. Bien sûr. Parce que, d'abord, il y a le refus, souvent, de la part du patronat ou de l'administration, de reconnaître la CGT comme interlocuteur par le niveau local ou au niveau départemental. Et puis, il y a une répression qui est quand même très, très forte. Les militants cumulent les mois et parfois les années de prison. Et comme le mouvement a des caisses qui sont généralement vides ou très peu, ces militants, il y a bien le Secours Rouge qui apporte, fait des collectes et tout, mais souvent, les militants sortent de prison, ils n'ont rien. Bon, ils sont chargés de famille et ainsi de suite, ils ne trouvent plus de travail, ils sont obligés de partir ailleurs. La mobilité des militants est très grande. Il y a la mobilité que l'organisation impulse. Transfert un militant, ça aussi, du point de vue de l'organisation, on transfère du nord au midi ou du midi au nord, ce qui montre quand même un problème d'implantation et d'enracinement qui est un peu délicat, mais c'est aussi parce qu'on ne trouve plus de travail. Et beaucoup de militants, les permanents sont rares, pour les raisons financières que j'expliquais. Donc, quand vous êtes sur les listes noires patronales, quand votre famille a été ruinée par l'emprisonnement et les tracasseries administratives et tout, ben voilà, la rotation, elle est grande. Là aussi, ça ne facilite pas l'enracinement. Il va falloir qu'on regarde tout ça. Ni le modèle militant, parce que bien sûr. vous imaginez que les salariés qui voient la vie que mènent les militants, sacerdoce, il n'y a pas énormément de vocation. Bon, écoutez, après cet après-midi fort intéressante, où chaque question amène une future étude, je veux dire que nous n'avons pas fini avec cette histoire de la CGTU, et tant mieux. Voilà. D'autant qu'on trouvera des personnes pour travailler quand même et pour rechercher, puisqu'on le sait, les ressources archivistiques sont des denrées qui sont rares sur cette histoire-là. En attendant, je remercie André Naricel, bien entendu, je remercie chacun des participantes et participants, chacun de chacun, pour leur intervention, pour leur participation, pour leur simple écoute. Et puis, je vous donne rendez-vous le 18 janvier 2022, à la même heure, dans les mêmes conditions. Et là, ce sera Michel Pigenet qui sera à la manœuvre, qui va nous parler de l'histoire de la fédération CGTU des ports et docks. Et les petits écrits qu'il vous a laissés jusqu'ici nous laissent apprécier que nous avons fort à découvrir sur une fédération qui est soit méconnue, soit très mal connue, avec des connaissances qui sont erronées. Donc, rendez-vous à toutes et à tous le 18 janvier 2022, 14h.